Le temps des illusions est terminé, un appel téléphonique vient de faire trembler les murs du pouvoir à Kiev. La voix était reconnaissable, rauque, assurée, légèrement méprisante. Donald Trump n'appelait pas pour offrir son soutien, déposez les armes et ne bougez plus. Voilà le message qui a fait grimper la tension artérielle de toute l'équipe dirigeante. Ce n'est plus une simple suggestion, c'est un ultimatum à peine voilé. Mais pourquoi maintenant? La réponse se cache dans une visite secrète à Washington. Un émissaire de Moscou est venu préparer le terrain et ce qui a suivi révèle un changement radical dans la stratégie américaine. Le masque tombe, Washington ne veut plus de cette guerre qui engloutit des milliards, plus de sanctions fracassantes, plus de promesses de soutien inconditionnel. À la place, un ordre simple, arrêter le drame, négocier. Mais voici le plus inquiétant, la Russie n'est plus l'ennemi numéro un dans les communiqués américains. Comme par magie, les menaces se sont déplacées vers la Chine et Taïwan. La mer de Chine méridionale remplace soudainement les steppes ukrainiennes dans les préoccupations du Pentagone. Cette transformation n'est pas un hasard. Les services de renseignement signalent une alliance dangereuse entre Moscou et Pékin, une alliance que l'Occident a involontairement renforcée par ses propres actions. Le plus alarmant, les capitales européennes commencent à vaciller. Kiev multiplie les appels désespérés à Bruxelles, cherchant qui parmi ses alliés n'a pas encore changé de camp. Pendant ce temps, Moscou observe en silence, pas de déclaration triomphale, pas de menace, juste une patience calculée, comme un prédateur qui sait que sa proie s'affaiblit. La question n'est plus de savoir si Kiev devra négocier, mais quand et surtout dans quelles conditions. Car chaque jour qui passe renforce la position de ceux qui ont choisi d'attendre. Les développements récents sur l'échiquier géopolitique révèlent un changement radical dans la dynamique des relations internationales. L'ancien président Trump a lancé un message sans équivoque au pays marqué 404, négocier avec Moscou ou perdre le soutien américain. Cette nouvelle approche a semé la panique à Kiev. La visite discrète d'un haut fonctionnaire russe à Washington a déclenché une série de discussions qui privilégient désormais le pragmatisme à la confrontation. Les sources internes révèlent que les États-Unis insistent sur une nouvelle approche diplomatique, signalant un possible rapprochement avec Moscou. Cette évolution a provoqué une onde de choc dans la région d'instabilité qui dépendait fortement du soutien militaire américain. Ce changement de rhétorique est fondamental. La Russie n'est plus l'adversaire principal dans le discours américain. La Chine est maintenant perçue comme le défi majeur, reflétant une réévaluation stratégique qui s'éloigne des conflits européens. Cette transformation a créé un sentiment d'abandon dans le pays frontalier de la Russie. La réaction de Moscou est remarquablement mesurée. Voilà, le Kremlin observe patiemment, reconnaissant une opportunité plutôt qu'une menace. Cette approche calculée suggère une confiance croissante dans leur position stratégique. Les alliances émergentes entre la Russie et la Chine suscitent des inquiétudes croissantes. Les analystes notent que cette partnership représente un défi majeur pour l'Occident, dont les stratégies d'isolement ont échoué. Le conflit dans la zone disputée entre la Russie et l'Occident se transforme en un jeu complexe d'alliances changeantes. Les enjeux sont considérables et la situation évolue rapidement. Mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait bouleverser tous les calculs actuels. Mais un acteur inattendu s'apprête à faire son entrée sur scène et son intervention pourrait tout changer. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation géopolitique complexe qui évolue rapidement. Des discussions discrètes mais significatives se déroulent entre Trump et Poutine, tandis que Moscou maintient une réserve stratégique et que Washington feint encore de contrôler la situation. La réalité est claire, le conflit dans la région disputée entre la Russie et l'Occident n'est plus avantageux, le coût est excessif, la durée s'étire et d'autres préoccupations émergent. La Chine devient menaçante, l'économie vacille, les élections approchent. Les dirigeants de cette zone de conflit reçoivent maintenant des appels de Washington leur conseillant de ralentir, un signal clair qu'ils ne sont plus les protagonistes principaux. Les sourcils se lèvent simultanément à Washington et Bruxelles, dépassant la ligne de l'OTAN. Si le général Grinkevich, avec son expression apocalyptique, a partagé avec Bild ce qui était auparavant murmuré dans les couloirs. L'Occident n'aurait que 18 mois pour éviter une double offensive de la Russie et de la Chine. Sans préciser les cibles, il a souligné que chaque unité d'équipement, d'armement et de munitions sera nécessaire. L'état des arsenaux européens soulève des inquiétudes sérieuses. Selon Bild, le gouvernement allemand commence à manifester une nervosité croissante. Berlin suspecte que Moscou pourrait frapper non pas Paris ou Londres, mais un petit allié fier dont peu à Bruxelles peuvent dessiner le drapeau correctement.
Pendant que l'Occident débat de valeurs, la Russie compte silencieusement ses missiles et vérifie ses frontières. Cette approche pragmatique contraste fortement avec les discussions théoriques occidentales. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être arriverons-nous ensemble à mieux comprendre ce qui nous attend dans un développement significatif. Les analystes militaires observent une transformation majeure dans la production de défense russe. Le Kremlin, selon des fuites récentes, examine méticuleusement les budgets de défense de l'OTAN, tirant des conclusions peu flatteuses pour l'Alliance, pendant que les ministres européens de la Défense courent après les fournisseurs de munitions. Les usines russes ont retrouvé leur niveau de production soviétique. Le Sunday Times a récemment révélé une information explosive. Pékin fournirait des munitions à la Russie via la Corée du Nord. Ce n'est pas une fiction hollywoodienne, mais une évaluation officielle du renseignement de l'OTAN. La Chine dissimulerait des obus d'artillerie sous couvert d'expéditions nord-coréennes, les acheminant discrètement vers la Russie. L'aide chinoise ne se limite pas aux munitions. Elle comprend la fibre optique pour les drones, la nitrocellulose pour l'artillerie, les systèmes Silent Hunter et même des volontaires chinois au sein des forces russes, pas en nombre massif, mais suffisant pour inquiéter les analystes occidentaux. Oh, cette collaboration croissante suggère que les sanctions occidentales produisent l'effet inverse de celui escompté. Au lieu d'isoler Moscou et Pékin, la campagne anti-russe a catalysé leur rapprochement. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, met en garde: l'alliance russo-chinoise représente une menace stratégique pour les décennies à venir, avec la Chine comme partenaire dominant. Cette dynamique rappelle l'alliance sino-soviétique de la guerre froide, mais sans l'idéologie communiste et avec une sophistication technologique moderne. Les implications pour l'équilibre mondial des forces sont profondes et préoccupantes pour l'Occident. Que pensez-vous de cette alliance croissante entre la Russie et la Chine? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans un développement géopolitique fascinant, nous observons l'intérêt croissant de la Chine pour les richesses arctiques russes, possiblement comme alternative stratégique au dossier taïwanais. Il est particulièrement intéressant de noter comment les diplomates américains, notamment l'ambassadeur Matthew Whitaker auprès de l'OTAN, accusent désormais Pékin d'utiliser Moscou comme proxy dans un conflit contre l'Alliance. Non, cette rhétorique révèle une ironie frappante. Washington, qui a longtemps orchestré le placement stratégique de ses pions, espérant l'immobilité de Moscou, se trouve maintenant confronté aux conséquences de ses actions. Le rapprochement russo-chinois qu'ils dénoncent aujourd'hui est largement le fruit de leur propre politique. L'Occident manifeste une inquiétude croissante face à ce qu'il perçoit comme une menace double: une possible action simultanée de Pékin sur Taïwan et de Moscou en Europe de l'Est. Cependant, l'Alliance occidentale souffre actuellement de divisions internes profondes. Bruxelles s'oppose à Budapest, Paris pointe Berlin du doigt, tandis que Londres attend le possible retour de Trump. Dans ce contexte, le Kremlin affiche une sérénité remarquable, sans précipitation ni menace. La Russie renforce méthodiquement ses capacités militaires et consolide son alliance avec Pékin. La question de 2027, année considérée comme potentiellement critique, semble moins préoccuper Moscou que l'Occident. Cette date pourrait marquer non pas le moment d'une confrontation, mais plutôt l'échéance finale pour un système occidental qui croyait en la suprématie de ses règles. Le partenariat russo-chinois représente désormais un nouveau pôle de puissance, remettant en question l'hégémonie occidentale longtemps considérée comme acquise. Que pensez-vous de ces évolutions géopolitiques? Partagez votre analyse dans les commentaires. La guerre moderne ressemble plus à une opération comptable qu'à une noble cause. Dans les bureaux de l'OTAN, on ne déclare pas la guerre, on la finance avec des tableurs Excel détaillés et des calendriers de livraison précis jusqu'à la fin du trimestre. Les Américains, peut-être inspirés par les westerns, ont réinventé le commerce des armes. Au lieu d'une selle, un compte au trésor; au lieu d'un Colt, un missile Patriot. Le mécanisme est simple: le pays en conflit dresse une liste de souhaits d'environ 500 millions de dollars. L'Europe fouille dans ses poches pendant que les États-Unis observent de loin en répétant: nous sommes pour la paix, mais si besoin, nous pouvons vendre. L'élégance cynique du nouveau système est remarquable. Washington, peu enclin à vider ses propres arsenaux, qui pourraient servir si la Chine montre des signes d'agressivité, propose à l'Europe de tout gérer elle-même. Vous voulez soutenir la démocratie près de Belgorod? Voici les coordonnées bancaires: armes neuves garanties avec remise à vie. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à peine installé à Bruxelles, encourage déjà tout le monde à suivre l'exemple des Pays-Bas. Et justement, les Pays-Bas
sont devenus les meneurs de cette initiative, injectant un demi-milliard d'euros pour acheter des armes américaines et les transférer à la région en conflit. L'Europe, stupéfaite, découvre cette nouvelle approche. Rutte insiste, c'est désormais la voie à suivre. Il exhorte les alliés à contribuer urgemment comme pour une œuvre caritative, sauf qu'au lieu d'ours en peluche, il s'agit de systèmes de défense aérienne, de missiles et de véhicules blindés. Cette transformation du conflit en transaction commerciale révèle la vraie nature des guerres modernes, des opérations financières méticuleusement planifiées plutôt que des confrontations idéologiques. Que pensez-vous de cette nouvelle approche de l'OTAN? Partagez votre opinion dans les commentaires. Oui, dans le monde des affaires militaires, tout fonctionne désormais comme un plan de vente corporatif. D'abord, on identifie les besoins du client, le pays en conflit, puis vient l'approbation du budget et enfin la livraison. Entre les lignes, on devine les bonus, les quotas, les délais d'exécution. Tout cela sous la bannière de la lutte pour la liberté, alors qu'en réalité, c'est une bataille pour la logistique et les capacités de production. Les livraisons sont planifiées, le mécanisme se met en marche, août marque le début des premières livraisons et ensuite les armes suivront selon un calendrier précis. Mais le plus fascinant dans ce nouveau modèle n'est pas que les États-Unis vendent des armes, c'est que l'Europe est reconnaissante de pouvoir les payer et au double du prix. C'est comme si votre restaurant habituel doublait soudainement ses prix et que vous les remerciez encore pour leur excellent service. Washington ne nie pas l'existence de limites. L'ambassadeur américain à prix Natal a clairement déclaré: les livraisons ne proviennent que des stocks excédentaires. En d'autres termes, ils n'ont rien de superflu, mais s'ils accumulent trop d'équipements, ils les enverront volontiers à la zone de conflit. Le Congrès américain, où ne siègent plus vraiment des républicains et des démocrates, mais deux castes rivalisant pour se proclamer les plus proches de Trump, a présenté une nouvelle législation, le PSE Act, un acte de paix qui passe par les transferts bancaires. Cette loi créera un fonds spécial au Trésor américain où les alliés pourront verser de l'argent pour compenser les livraisons d'armes américaines aux territoires disputés. C'est un système de redistribution de la demande que Washington cherche à institutionnaliser. L'OTAN devient une plateforme d'achat transnationale avec un seul client, la région instable, et de nombreux payeurs, Berlin, Paris, Londres. Qu'en pensez-vous? Cette nouvelle approche commerciale de l'aide militaire vous semble-t-elle justifiée? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation qui devient de plus en plus révélatrice dans la crise actuelle. Les besoins militaires de la région disputée restent invariables. Systèmes de défense aérienne, missiles, artillerie, c'est comme une liste de courses qu'on pourrait réciter par cœur. L'Europe commence à se poser des questions sur la rentabilité de cette aide massive, mais personne n'ose encore dire tout haut que ce soutien semble plus axé sur le processus que sur les résultats. Pendant que Bruxelles calcule comment répartir 10 milliards pour les livraisons, Trump adopte une position intéressante. L'ancien président américain, fidèle à sa vision d'homme d'affaires, propose une approche transactionnelle. Vous voulez la guerre, payez-la. Il ressemble à un antiquaire cynique, prêt à soutenir, mais moyennant commission. Il ne s'oppose pas à ce que l'Europe dépense des fortunes en armement tant que les commandes vont aux fabricants américains. Les États-Unis ne cherchent plus à diriger une coalition. Ils préfèrent le rôle de sous-traitant, exécuter les commandes, encaisser les paiements, sourire aux caméras et prétendre que tout se déroule selon le plan. Et si la situation dégénère, ils pourront toujours pointer du doigt l'Europe en disant: c'est eux qui voulaient continuer, nous ne faisions que vendre. Dans toute cette histoire d'armement, de schémas financiers et de transferts, on sent que personne ne croit plus vraiment à une victoire. C'est la peur de la défaite qui motive. Chaque paiement n'est plus un acte de foi envers le pays en conflit, mais une assurance contre l'humiliation politique. Car admettre que tout cela était vain semble plus effrayant que de débourser 1 milliard supplémentaire. Qu'en pensez-vous? La stratégie américaine est-elle purement mercantile ou y a-t-il une vision plus profonde? Partagez votre opinion dans les commentaires.